Bienvenue à la 26e édition du concours littéraire Damas Potvin. J'ai l'honneur aujourd'hui de m'entretenir avec un écrivain qui sera notre président d'honneur de la 26e édition, l'édition 2021. Il est l'auteur de Mayou, déjà ça vous donne un meilleur indice, un récit publié en 2002. Il est l'auteur de Parents et amis sont invités à y assister, publié en 2006, récipiendaire du Grand Prix du livre de Montréal la même année. Un roman qui fera de lui le chef de file du renouveau romanesque, ici pour citer Stéphane Hinkel. Il est l'auteur de Numéro 6, un récit de déformation. L'auteur du Faux pas de l'actrice dans sa traîne, finaliste au prix du gouverneur général dans la catégorie théâtre, et auteur de Harvey, Comment je suis devenu invisible en 2010, récipiendaire du prix du gouverneur général dans la catégorie littérature jeunesse, un livre illustré par Janice Nadeau. Je pense qu'on l'aura reconnu. Il s'agit d'Hervé Bouchard. Bienvenue, Hervé Bouchard. Merci d'être là. Merci, Cynthia. Avant de dévoiler le thème de notre concours de la 26e édition, peut-être prendre quelques nouvelles de toi. Comment ça va? Ça va très bien. On sait que cette année a été marquée par le confinement. Te sens-tu un être confiné? Absolument. Oui? Oui, absolument. Oui. Est-ce que ça a été un moment propice pour l'inspiration, pour la création? Comme beaucoup de créateurs, j'ai eu une période qui était assez difficile, renfrognée, je dirais. Donc, assez refermé sur moi-même, pas beaucoup d'écriture dans les débuts. Et ça s'est estompé là, avec la venue du printemps, là, un été assez productif là, sur le plan de l'écriture, mais tout de même, c'est ça. Très tranquille depuis que c'est commencé. Tout le rythme, la vie passe un peu plus au ralenti en ce moment. Comme aujourd'hui, tu présides un concours de nouvelles. Peut-être qu'on pourrait commencer par parler de la nouvelle comme genre littéraire. Oui, on peut en parler. Un de nos critères d'évaluation des textes qu'on reçoit pour le concours, c'est le respect du genre de la nouvelle. Alors, qu'est-ce qui doit être respecté, tu crois, dans la nouvelle? Là, je m'adresse à la fois à l'auteur, mais aussi à l'enseignant de littérature. Je ne sais pas si c'est un genre que tu enseignes. Je peux répondre à la question, mais je dois t'avouer que je suis assez content de ne pas faire partie du jury de ce concours et de de garder tout à fait flou ma perception de ce qu'est le genre de la nouvelle, parce que j'ai du mal à définir vraiment ce qu'est le genre de la nouvelle. Il y a des gens pour qui la nouvelle doit comporter une chute, doit avoir une étendue restreinte, d'autres pour qui la nouvelle se confond avec le genre un petit peu plus développé de la novella. Pour moi, la nouvelle est un récit littéraire qui devrait, je pense, ne raconter qu'une seule chose et se passer dans un même milieu, je dirais, au contraire du roman qui peut se déployer sur plusieurs espaces, plusieurs temps, qui est plus riche là, sur le plan du déploiement de l'histoire. Je dirais que la nouvelle est peut-être comme ça. J'ai du mal parfois à la distinguer du conte. Et le conte lui-même est assez difficile à définir. Et j'ai du mal aussi à la distinguer du récit. Certains le considèrent comme étant nécessairement vécu, d'autres comme étant tout simplement un déploiement narratif. Alors c'est ça. Bon, la nouvelle, tu vois, si je continue, on va encore se mêler davantage. Mais tu piques ma curiosité. Le récit, certains considèrent que ça doit être vécu. Est-ce que c'est ton cas? Par exemple, Mayou, non, c'est Histoire de novembre et de juin, mais je pense que ça a été catégorisé récit, non? Tout ce que j'écris appartient au récit. Moi, je fais essentiellement du récit, ce qui ne veut pas dire que je fais essentiellement du vécu. Il y a, comme la plupart des écrivains, là, je mêle les choses, je me fonde sur des choses que j'ai vécues, des anecdotes, des expériences qui sont les miennes.
mais en même temps, j'ai besoin de me nourrir de la fantaisie, de la fiction, j'exagère. Je suis un conteur, je suis un raconteur, je fais du récit tout le temps et je n'ai aucune gêne par rapport à ça. Mayou, évidemment, c'est très raconté, il y a beaucoup d'éléments biographiques là-dedans. Il y a des éléments biographiques dans tous les livres que je raconte, que j'ai faits. Et que dire de plus? Là? Je ne suis pas dans le récit historique. Je ne raconte pas des choses qui n'appartiennent pas à mon époque. Pas dans l'autofiction non plus, qui est... Bien, ça, tu vois, c'est une autre affaire. L'autofiction, ça, c'est une autre affaire, ça, et je trouve ça tout à fait fascinant. Moi, j'ai une définition, je ne pense pas qu'elle soit personnelle, de l'autofiction, mais qui me fait la considérer comme étant comme si, pour moi, l'autofiction, c'est un récit fondé sur des faits vrais, mais dont l'auteur ne juge pas du potentiel, si on veut, romanesque. Quelqu'un qui ferait de l'autofiction, à mon point de vue, c'est quelqu'un qui va se raconter sans se préoccuper de savoir si sa vie est intéressante ou pas. Le critère, c'est pas que ce soit intéressant. Le critère, c'est que ce soit vrai. Et par ailleurs, dans l'autofiction, il y a une affaire qui me semble, qui est importante, en tout cas pour moi en tant que lecteur, si tu veux. Je ne suis pas capable de détacher le genre de l'autofiction de la naissance des récits autofictifs des années 80 autour de la littérature du sida. Où est-ce que les auteurs qui se racontent, c'est des auteurs qui sont dans une posture de je n'ai rien à perdre. Pour moi, c'est terminé. Et faire de l'autofiction à ce titre, c'est se mettre dans une situation où le dévoilement est quelque chose dont l'auteur sent qu'il n'aura sinon pas à assumer les conséquences, du moins avoir à assumer des conséquences qui sont beaucoup plus graves que celles qui peuvent se trouver dans son livre. Et ça, c'est une chose dont on parle peu en autofiction. Bon, on parle beaucoup d'autofiction, on dit « Ah, tu racontes ta vie, tu fais d'autofiction ». C'est un petit peu plus délicat que ça, l'autofiction. Puis pour moi, l'autofiction, c'est beaucoup lié au livre brisé. C'est Dubrovsky, je pense, qui a publié ça, le livre brisé. C'est-à-dire qu'il a commencé un livre très vrai, qui ne portait aucun jugement sur ce qu'il racontait. Et à un moment donné, pendant qu'il a raconté la chose, est arrivée une tragédie dans sa vie. Et là, il a dû se poser la question. Et c'est là que le problème de l'autofiction se pose. Est-ce que j'ai assez d'impudeur pour aller raconter ce qui m'est vraiment arrivé, ou alors j'arrête et je me réfugie dans la fiction? Et moi, je pense que l'autofiction, son enjeu se trouve là. Je vais oser raconter quelque chose qui est vrai, même si ce n'est pas intéressant, ou je vais oser raconter quelque chose qui va faire mal, mais ce n'est pas ça le critère. C'est la vérité qui compte. Super. Mais là, on s'éloigne de ma pratique. Là. Oui, si on revient à toi, tu serais plutôt plus près du théâtre que de l'autofiction, si je comprends bien. Là. Le théâtre, on n'en a pas parlé encore, mais dans tes récits, c'est la parole, c'est l'énonciation qui est au cœur de ça. C'est une littérature qui se lit à voix haute. Tu as déjà d'ailleurs mis en scène certains de tes textes. Dans ton entretien avec Stéphane Hinkel, le paradoxe de l'écrivain, il y a cette phrase que j'ai relevée au sujet de l'énonciation, justement. « Parle ou meurt, l'énergie de cette parole est celle de l'aveu. C'est une parole qui a l'énergie de la menace et l'énergie de la libération. Elle est impudique, sans retenue, c'est un flot. » Te rappelles-tu d'avoir dit ça? ma question. Alors, d'où émerge cette parole? Où puisses-tu l'énergie, cette énergie de libération?
Bien, l'affaire du théâtre est très importante, très importante. Au théâtre, puis moi, comment je t'expliquerais? Pour moi, c'est une question de forme. Parce qu'il n'y a rien qui peut advenir si la forme n'est pas très, très présente, très affichée. Et au théâtre, c'est très affiché. C'est artificiel, le théâtre. Il n'y a personne dans la vie qui parle comme au théâtre. Puis mes personnages, c'est des personnages qui parlent comme on parle au théâtre. C'est pas toujours le cas dans tous les textes, et bien entendu, le lecteur, il fait ce qu'il veut avec le texte qu'il a sous les yeux. Mais il reste que c'est comme ça que je pense la chose. Au théâtre, il faut que tu projettes. Il faut que tu sois au bon endroit. Il faut que tu t'adresses au bon personnage. Il faut que tu planifies tes choses. Il faut que tu as besoin d'une mise en place, tu as besoin de répéter, tu as besoin d'avoir une diction qui soit claire, tu as besoin de tout un paquet d'artifices qui ne paraissent pas du tout quand tu es dans la salle et que tu vois la pièce, mais qui sont essentiels. Sans ça, le théâtre ne passera pas, n'arrivera pas à émouvoir, ne paraîtra jamais intime ni rien. Et ça prend toute cette machine pour arriver à créer ces choses-là. Et mon point de vue, c'est que pour déployer cette énergie, il faut tout cet artifice. Et le lecteur, lui, il ne prendra pas nécessairement connaissance de tout ça. Il va être être ému intimement. Il va faire sa propre mise en scène, il va ajuster le volume, il va faire tout ce qui est nécessaire. Mais moi, j'ai fabriqué la machine qui fait apparaître, à mon point de vue, l'émotion. C'est-à-dire, le personnage, OK, c'est le temps, là, OK, j'y vais, je le fais, je parle. Et donc, il donne la chose. Et cette énergie-là, elle est, en tout cas dans mon écriture, jusqu'à maintenant, elle est importante. Je me suis peut-être perdu en chemin dans ta question. Non, mais pas, enfin... pas du tout. Et puis, au moment d'écrire, est-ce que tu vas soumettre ton texte à une épreuve de diction? Je pense au Gueuloir de Flaubert, il lisait ses textes pour savoir si l'écho qui en revenait produisait un bon son, et c'est comme ça qu'il trouvait l'équilibre de la phrase. Est-ce que de la même façon, tu projettes ton texte, tu le lis oralement avant d'en arriver à ta... J'ai fait ça. J'ai fait ça au début, par exemple, avec Mayou, je l'ai fait beaucoup. Et je préparais aussi le texte parce que j'allais beaucoup le dire dans des soirées de poésie, donc dans des théâtres, à des endroits où il fallait que la performance scénique ait lieu. Je le fais encore de façon moins tonitruante. Mais je le fais encore parce que la voix, le débit, pour moi, c'est un critère d'évaluation de la qualité de la phrase. Si elle passe dans la bouche, et si elle passe de la bouche à l'oreille de l'autre qui est en face, j'ai quelques écouteurs, écoutrices qui ont... endurer le flot de temps en temps. Et l'oralité, c'est vraiment un critère d'évaluation, non seulement de la musicalité de la phrase, mais de sa clarté, de son équilibre, de son harmonie. En même temps, ne serait-ce que pour le casser. Je me suis livré récemment à des expériences... c'est pas des grosses expériences, hein, mais sur les textes que j'écris, sur mon traitement de texte, j'ai la possibilité de me le mettre dans les oreilles. Hein. Il y a un lecteur électronique et tu peux choisir une voix féminine ou une voix masculine. Puis c'est vraiment là, la voix du genre... c'est une voix de synthèse. Là. L'intonation n'est pas super, l'interprétation non plus. Mais c'est pas grave. Tu entends quand même, la diction est quand même correcte, puis il y a la possibilité... Et même dit d'une manière aussi plate par une machine, ça permet de
d'évaluer, en tout cas à mon point de vue, le débit, si on veut. Est-ce que tu as choisi une voix féminine ou masculine? Simple question de curiosité. C'est une voix féminine. Ah, d'accord. Ouais, c'est une voix féminine. J'aurais cru la voix peut-être d'un flot. Les flots qui sont très présents. Il n'y en a pas sur le traitement de texte. Il n'y a pas de flow, ça ferait bien, parce qu'il y a souvent le narrateur enfant dans les récits. Puis pour revenir sur le flow et filer la métaphore, cette fois pas avec le gamin ou l'enfant, mais avec la rivière. Je t'emmène ailleurs si tu veux bien me suivre. Puisque tu es un écrivain du Saguenay, Lac-Saint-Jean, incluant notre vaste région. Est-ce que tu crois qu'il y a une influence dans ton écriture sur du lieu, influence de la rivière du Saguenay? Moi, j'en vois une, là, mais j'aimerais t'entendre là-dessus. Mettons que je la dis rivière. non. Hein? Ah ben, je vais te dire t'as tort et je vais te sortir ma réponse. Mettons que je dis non. Tu sais, comment je peux... je peux pas dire non, mais je ne la mesure pas, puis comment je t'expliquerais? C'est sûr qu'il y en a une influence. De la même manière que je suis certainement influencé par le milieu où je suis né. Je suis influencé par tout ça. C'est ma matière. Ouais. C'est ma matière. Ouais. Ce qui ne veut pas du tout dire que j'en suis l'ambassadeur ou que j'en fais la promotion, mais c'est ma matière. Alors, je travaille avec ma matière. C'est comme ça. Puis, mais je ne fais pas non plus, je ne la nie pas. Je ne fais pas semblant de ne pas habiter ce pays. Je ne fais pas comme si j'étais pas là. Je ne fais pas comme si j'étais ailleurs. Je laisse des traces. Je nomme les endroits. Je fais ces choses-là. Puis, quel effet ça produit, ça, quand même que j'essaierai de le contrôler. Jonquière, Arvida, les lieux sont bien nommés, même tous les commerces qu'on trouve au Carré des Vices. Moi, j'habite ce coin-là, ça m'a... Bien, moi, j'ai beaucoup de... pas de l'admiration, mais je respecte beaucoup le travail en littérature américaine, par exemple, et pas seulement en littérature. On nomme toujours tout. Même chose chez les Anglais. Chez les Anglais, on nomme toujours tout. Ils nomment les rues, ils nomment les gens, ils nomment les villes, ils nomment tous les endroits. Et je pense pas qu'en littérature québécoise, on le fasse pas du tout, mais j'ai l'impression qu'on le fait moins, on nomme moins les endroits. Peut-être, bon, depuis les 25 dernières années, on se gêne moins pour le faire, là, mais on a une petite gêne par rapport au nom des lieux, au nom des gens qui habitent ici. Moi, je donne des cours de création littéraire puis, depuis des années, puis les élèves arrivent toujours avec des noms de personnages empruntés à des émissions américaines qui sont doublées en français. Leurs personnages ont des noms de jeunes qui habitent les faubourgs de Los Angeles puis de New York, puis c'est pas ça. On raconte pas nos histoires en se faisant doubler à Paris. Tu sais. Dans Parents et Amis, il y a toute la série de tantes là, avec les prénoms en liné. Oui. Ça vient d'où, ça, les prénoms en liné? C'était des sœurs qui avaient quelque chose d'inné, avaient quelque chose de très marqué à l'origine. Et c'est en jouant avec ça qu'elles se sont mises à avoir des noms en inné, Yonaliné, Fionaliné, D'accord. Adéliné, etc., des choses comme ça. Et les enfants, donc, qui ont des noms d'enfants des années 70, qui sont nommés Flo, F-L-O-T-S, pour ceux qui n'ont peut-être pas lu. Pourquoi F-L-O-T-S? Normalement, est-ce que c'est plutôt F-L-O-S qu'on verrait? Oui, dans la littérature québécoise, c'est ça, le mot « Flo » qui désigne les gamins, dont on dit qu'il a l'origine de fellow en anglais, okay. Donc les fellows, les compagnons, les comparses, quelque chose comme ça. Mon éditeur m'a demandé, donc, pourquoi est-ce que tu écris Flo, F-L-O-T, plutôt que F-L-O ou F-L-O-T-S, plutôt que F-L-O-S. Puis je lui ai expliqué que quand j'étais gamin, le féminin de Flo, c'était flotte. Donc au Saguenay, à Jonquière. Il y avait des flots
et les flottes. Je sais qu'ailleurs, on dit autre chose. À Montréal, je pense que c'est les flots et les flounes. Sur la Côte-Nord, c'est les flouches les et flouches, les flots. Bon. En tout cas, ici, c'était les flots et les flottes, et c'est ce qui m'a fait dire il faut un thé à flot. Puis par ailleurs, bien, dans Mayou, où est-ce que ce mot-là est introduit, bien, les flots, c'est constamment, c'est les moutons sur la rivière. Hein. C'est les flots de la rivière, ceux qu'on voit au bout du Saguenay, ceux qu'on voit partout, ceux où le personnage du suicidé en bois flotte, etc. Donc les flots, le flot de paroles, tout ça, cette multiplicité de sens à ce terme, m'apparaissait comme étant très importante. Et comme c'est un texte qui a aussi sa vie à l'écrit, hein, pas seulement à l'oral, bien, j'ai trouvé important de le garder. Oui, puis, oui. Ça nous ramène à l'isotopie de l'eau et à l'importance de la rivière, du Saguenay dans l'œuvre. Tout à l'heure, tu disais, oui, c'est là, mais je ne sais pas de quelle façon, mais nous y voilà. C'est ça, les enfants, les flots qui jouent dans la rivière ou qui descendent dans la coulée. Ils sont souvent dans la coulée. C'est ça. Aussi, où pourrait se retrouver l'eau de débordement, l'eau de pluie. Absolument. Oh, oui, absolument. Ouais. Voilà pour les paysages, Jonquière, Arvida, qui sont très présents. Maintenant, on sait que c'est pas des simples décors chez toi, c'est vraiment la matière. Les lecteurs de ton œuvre le voient bien. Mais est-ce que le lieu où tu écris a aussi de l'importance? Est-ce que tu écris n'importe où ou bien tu as, j'imagine, comme tout auteur, à un moment donné, il y a un moment où tu dois t'asseoir. Comment c'est une question plus pragmatique, là. Ton travail d'auteur, comment ça se déroule? Et à quel endroit? Oui. Ben moi, j'habite au même endroit depuis de nombreuses années. Fait que j'ai une pièce où est-ce que je travaille, où est-ce que j'ai des livres, ma table de travail, mes affaires. Puis je suis un écrivain du matin. J'ai développé cette habitude-là depuis longtemps. C'est venu avec la naissance de mon premier enfant. Avant, j'étais un écrivain de la nuit. Puis, mais évidemment, il a fallu que ça change. Alors, je suis devenu un écrivain du matin aussi parce que, comme je suis professeur à temps plein, bien, il faut que je trouve un moment où je travaille. Puis, mes idées sont les plus claires et mon énergie est la mieux la plus propice à l'écriture le matin et non pas en fin de journée. En fin de journée, j'écris encore, mais j'écris pas des textes de fiction en vue de les publier. J'écris un journal, des affaires comme ça. Mais c'est ça. Donc, j'écris principalement chez moi le matin. Mais par ailleurs, je vais écrire n'importe où. Ça dépend de quel est le projet, quel est son état, où est-ce qu'on en est. Est-ce que j'ai quelque chose à remettre bientôt? Est-ce que je suis en train de corriger, de réécrire, ou est-ce que je suis en train de planifier, de faire avancer le texte? Ça peut être assez variable. Je dirais que principalement, c'est le matin chez moi, mais des fois, il y a des petits satellites. Est-ce que tu es le genre d'auteur à traîner son carnet dans sa poche? J'ai fait ça longtemps, mais je me suis rendu compte que tout ce que je faisais, c'était accumuler des carnets. Ah ouais. C'est bien beau accumuler des carnets, mais mes carnets, ils sont empilés dans mon bureau. Là. Fait qu'à un moment donné, il faut que j'y retourne dans mes carnets et que je fasse quelque chose avec. Sinon, il y a un moment où il faut s'asseoir à la table de travail. Ça vaut rien. J'ai mille affaires dans mes carnets, puis pour moi, c'est clair. Si jamais je meurs subitement, j'ai dit à ma blonde, tu me brûles tout ça. Là. Non, tu me brûles tout ça. Sans blague, je ne vais pas mettre quelqu'un à essayer de trouver un ordre dans ces affaires-là. Ça sera pas un travail d'écrivain, ça va être un travail je sais pas moi, de récupérateur, pour être poli. Et est-ce que tu écris en voyage? Oui, j'écris en voyage. Le faux pas de l'actrice dans sa traîne, c'est principalement écrit en voyage. Oui, j'écris, je dessine, oui. L'ailleurs t'inspire? Je sais pas. Sans doute. Quand j'étais aux études, il y a un professeur qui nous a fait connaître les formalistes russes. C'était un grand succès des
des années 80 dans les études littéraires. Et les formalistes russes, eux autres, ils cherchaient c'est quoi dans la littérature qui fait que la littérature est la littérature. C'est quoi qui fait d'un texte littéraire un texte littéraire? Quel est son ingrédient? Bon. Puis il y en a qui ont dit, ah ben, un texte littéraire, ce que ça fait, c'est désautomatiser la perception. C'est-à-dire rendre la perception ordinaire comme si c'était quelque chose d'entièrement renouvelé. Exactement comme un touriste. Je me sers beaucoup de cette notion-là quand j'essaie d'expliquer à mes étudiants quelle attitude on devrait avoir si on doit analyser un texte, c'est-à-dire retrouver son ravissement, entendre les mots, voir des choses extraordinaires dans un langage qui peut passer pour tout à fait anodin. Puis c'est l'attitude du touriste. Le touriste new-yorkais qui s'extasie devant les grands buildings, le touriste parisien, le touriste londonien qui fait qui s'exclame tout le temps devant des choses dont que les habitants ne voient plus parce que ça fait partie de leur décor ordinaire. Mais cette attitude-là, d'être constamment ravi, constamment étonné, bien ça, c'est une attitude qui est fondamentale. Et c'est ça que je vais chercher en voyage, mais c'est aussi ça quand tu écris. Il faut que tu dises « Ah, tu sais, voilà, j'ai trouvé ce mot, j'ai ce mot formidable. » Puis ton lecteur, il va peut-être passer dessus comme ça pour rien, mais peut-être que s'il n'avait pas été là, ça n'aurait pas marché, en tout cas. Et ce regard de touriste, ce regard renouvelé qui s'émerveille de nouveau, on le retrouve aussi quand on revient de voyage sur son quotidien, non? Quand on est parti un bout de temps, on regarde la maison, le paysage et on redécouvre son monde, son paysage. Oui, peut-être. Remarque que moi, quand je fais des voyages, ces dernières années, les voyages que je les fais au printemps. Et quand je reviens, l'hiver est complètement terminé. Et le premier printemps est un paysage assez désolé. La neige est noire, tout est sale, tu sais, puis de voir ça après être parti, par exemple, alors que le paysage était tout blanc. Tu reviens pas émerveillé de retrouver ton jardin. C'est pas le même ravissement. Bon. Si on revient au paradoxe de l'écrivain, le livre qui est né de tes entretiens avec Stéphane Hinkel, j'ai trouvé ce beau propos qui résume ce qu'est le paradoxe de l'écrivain. Sois le moins possible si tu veux que ton œuvre soit le plus possible. Je trouvais ça très beau, très profond. C'est une espèce de poétique de l'effacement. Ça m'a rappelé un peu Harvey, ou le sous-titre « Harvey invisible », qui devient invisible à la suite du deuil de son père. Est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus de cette poétique de l'effacement? Comment on est le moins possible lorsqu'on écrit? Bien ça, c'est Flaubert. C'est Flaubert. C'est tout aussi... c'est un point de vue, c'est un énoncé très en lien avec le classicisme, hein, la littérature classique, qui n'est pas là pour me servir, moi, mais je suis supposé, moi, me mettre au service de l'œuvre. Et ça, même si l'œuvre, elle parle, je suis très, très présent, moi, dans mon œuvre. Mais il reste que pour que ce soit l'œuvre qui parle, il ne faut pas que moi, je prenne la place à côté. Tu sais, il faut pas que j'aie une vie qui vienne faire plus de bruit que mon œuvre. C'est un peu ça l'idée. Remarque, on n'a pas le contrôle de ça. Mais c'est l'idée aussi, puis ça vient de Diderot, hein, c'est beaucoup Diderot, dans le paradoxe du comédien. Pour faire apparaître le personnage, ben il faut que moi, je disparaisse. Il faut que... Et c'est un paradoxe parce que il faut que je fasse abstraction de mon moi ou de mon ego
pour faire en sorte que ce soit mon œuvre, c'est-à-dire mon interprétation, mon texte, mon livre, mon personnage, ce que tu voudras, pour que ce soit ça qui est la forme la plus achevée, la plus artistique, la fabrication qui convienne le mieux à ce que c'est censé être. Mais ça, en même temps, ça va rejaillir sur l'acteur, sur l'écrivain, sur le comédien, un peu comme Emmanuel Carrère dans son dernier livre, qui passe son temps à dire qu'il veut être un grand écrivain, il veut être un grand écrivain. Bien, s'il veut être un grand écrivain, il faut qu'il arrête d'être aussi présent dans ses livres. Ah oui, dans Yoga, ça? Oui, c'est ça. Oui, okay. Et s'il est moins présent dans ses livres, bien, peut-être qu'il va en faire des très grands, tu sais, enfin. C'est un peu ça l'idée. Je dis pas que ça marche, je dis pas que ça réussit, mais c'est comme une espèce d'objectif. D'objectif, c'est ça, de ligne de pensée, de posture. De but, c'est ça, de posture. Essayer de faire en sorte que si tu veux que le texte fonctionne bien, bien, laisse faire ton ego, puis vas-y, fais les sacrifices qu'il faut pour pouvoir y arriver. Je ne dis pas que ça réussit, mais c'est une façon de voir les choses. C'est comme ça que j'essaie de planter les affaires pour... c'est ça. Est-ce que c'est un conseil que tu donnes à tes étudiants en création littéraire? Pas seulement en création littéraire. C'est aussi le fait, par exemple, moi, je suis un timide qui a à peu près guéri, mettons. Un timide qui a été capable de pouvoir fonctionner quand même. Parfois, je dis à des étudiants, puis je sais que quand ils sont jeunes, à la fin de l'adolescence, au début de l'âge adulte, parfois, on est tellement obnubilé par soi-même qu'on n'est pas capable de s'ouvrir à l'autre. Et s'ouvrir à l'autre, ça veut dire aussi s'oublier soi-même pour se mettre au service de quelque chose que l'on a fait. C'est-à-dire, arrête de penser à toi-même et donne-moi à entendre le texte que tu as écrit. T'sais. Plutôt que je ne vais pas te voir balbutier, je veux entendre le texte. Laisse-toi là-bas là, et donne-moi le texte. C'est un peu ça que ça veut dire sois moins que ton œuvre. Et c'est ce que le comédien doit faire et c'est ce que l'écrivain doit faire. Donner l'œuvre, pas donnez-moi. C'est un peu ça. C'est un bon conseil, ouais. Un jeune poète, un jeune écrivain. À l'émission « Plus on est de fous, plus on lit », tu as répondu à une question qui demandait ce dont tu étais le plus fier dans ton œuvre. Et puis tu as répondu, je ne sais pas si tu te rappelles, que c'était la robe de bois. La robe de bois qui est au centre de Parents et amis et qui revient aussi dans Le faux pas de l'actrice dans sa traîne. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi, cette robe de bois qui est portée par la mère à la suite du décès du père dans Parents et amis? Ouf, là, ce qu'elle représente, je ne saurais pas te dire. Je ne saurais pas te dire très exactement ce qu'elle représente. Elle représente beaucoup de choses. Mais moi, je suis content de cette création-là, si on peut dire, parce que, justement, elle n'a pas fini de faire jaser. de représenter, de signifier, de susciter des interprétations, des façons de la considérer. Et c'est en ce sens que je trouve que c'est quelque chose de... Il fallait voir la robe en bois qui a été fabriquée par les gens du Théâtre Cri quand ils ont fait l'adaptation. C'est quelque chose qui est très poétique. Et cette robe-là, bon, bien entendu, c'est l'enfermement. C'est tout à fait d'actualité. Oui, le carcan des femmes. C'est vraiment l'enfermement, le carcan, c'est le moulage, c'est quelque chose, c'est se plier à la contrainte d'abord de l'art, hein, mais c'est aussi quelque chose qui est typiquement ancré dans le pays où on est, hein, qui est un pays de bois.
c'est aussi une frontière, mais en même temps, c'est une forme, ce personnage-là, à partir du moment où il se met à exister à l'intérieur de cette robe qui ne se sépare pas de sa nature profonde. C'est aussi le moyen de faire voir l'extrême émotivité de ce personnage. Et ça, c'est une leçon vraiment typiquement classique que si tu veux montrer des émotions extrêmement fortes, il faut que tu empêches de les sortir. Et ça, c'est extrêmement puissant à ce moment-là. C'est pour ça que je trouve que la veuve Manché, quand elle parle, des fois, c'est insupportable tellement c'est émotivement prenant. Et je te dis ça, moi, je connais des gens qui ne sont pas capables de le lire pour des raisons comme ça. J'ai vu des gens sortir tremblants de lecture de ça. Je ne veux pas dire que c'est généralisé, mais c'est un moyen de rendre le truc émotif. Puis, en ce sens, la veuve Manché, la femme prise dans sa robe en bois, elle est aussi proche que peut l'être le personnage de Winnie de Beckett, qui est dans son tertre dans la terre, ou les personnages qui sont dans des genres, dans la pièce comédie de Beckett, que la princesse de Clèves, qui, elle est dans son corset de princesse et elle ne peut rien faire, elle ne peut rien dire, elle est dans l'obéissance absolue. Il n'y a pas de personnage plus contraint dans la littérature classique que ce personnage-là, de la princesse de Clèves, qui est tout le temps déchiré entre est-ce que j'ai fait la bonne chose, est-ce que non, j'ai pas fait la bonne chose. Elle est toujours comme ça. Et il n'y a pas, à mon point de vue, de roman plus solidement émouvant que de voir cette jeune femme-là qui est prise là, avec cet amour et ce désir qu'elle ne peut pas exprimer. La veuve, elle est comme ça. Et ça, ça a quelque chose de profondément émouvant. Puis, en ce sens, je trouve que là, cette création-là, elle a... C'est sa richesse. Dans le faux pas de l'actrice, ça devient un espace de torture, ça devient un espace d'écriture, ça devient un espace où je peux peut-être, à l'intérieur de la robe, puisque c'est une actrice qui est à l'intérieur de la robe, c'est pas une personne qui a une fantaisie de costume dans sa vie, mais c'est une actrice qui est à l'intérieur de la robe et qui est... formée par elle, contrainte par elle, là, c'est encore là quelque chose qui est proche de la douleur. Et, la question du genre sexuel performatif aussi. C'est ça, il y a toutes ces affaires-là. De cette façon-là. Je lisais aussi, c'est un piège qu'on tend à une personne qu'on souhaite humilier. Oui. C'est toi qui as dit ça quelque part. Ouais. Pour la robe de l'actrice là, dans le faux pas. Hein. Ouais. C'est sûr que c'est hyper riche comme à la fois comme décor et comme costume. Vraiment une belle trouvaille. Comme il y avait de quoi être fier, comme dispositif. Voilà. Il y avait de quoi être fier. Tu avais raison de dire ça. Il y a plusieurs thèmes, bien sûr, qui sont abordés dans ton œuvre. L'enfance, la famille, les enfants, le deuil, la sexualité, surtout dans Mayou, l'éveil à la sexualité. Là, on pense à son obsession des seins, des femmes qui sont autour de lui dans la famille. Il y a aussi la violence ordinaire, beaucoup d'humiliation vécue, de honte refoulée, violence envers l'enfant. Donc, des sujets qui sont durs, mais qui sont traités non sans humour. Enfin, ça dépend peut-être de la perception de chacun, mais moi, souvent, je m'esclaffe en te lisant. Grâce au recours à un langage, justement, fortement oral, expiatoire, et qui, parfois, emprunte à la scatologie. Ce qui m'amène tranquillement vers ma question. Il y a un mot que tu sembles particulièrement apprécier, qui est très présent dans ton œuvre. Est-ce que tu sais de quel mot je veux parler? J'aimerais bien t'entendre le dire. C'est mieux que moi je le dise. Ça renvoie à une discussion qu'on avait eue à la sortie d'un théâtre à un moment donné. Le mot
marde. Pas merde, mais marde qui apparaît dans la bouche de la mère Mayou, dans la bouche aussi de l'actrice. C'est un mot qui revient beaucoup et je sais qu'il a un sens particulier pour toi. Alors, quelle charge sémantique tu donnes à ce mot-là? Ben, écoute, la marde, c'est très riche. Vous pourrez faire des coupures. Moi, j'adore ce mot-là. J'adore ce mot-là parce que, d'abord, c'est un mot typiquement québécois. Il n'y a pas de mot plus typiquement québécois, je trouve, que le mot marde, en tout cas chez les francophones. Puis, c'est le mot drame placé autrement. Et Aristote le disait, il y en a plein la poétique de la marde. Puis c'est aussi la marde avec le A comme ça, c'est dans la littérature américaine, par exemple, ou chez les humoristes américains, ou c'est ça, eux, eux autres, c'est le mot « shit » qui revient tout le temps, tu sais, puis le mot « shit » est employé d'une manière extrêmement étendue, tu sais, ça veut dire tes affaires, ça veut dire mes affaires, ça veut dire ça veut tout dire. C'est le schtroumpf des sitcoms américaines, le mot « shit ». Tandis que la marde, chez les Québécois, on n'a pas encore été capable d'en faire un nom qui est assez commun. Il est encore vulgaire, il est encore tabou. On n'est pas encore... On a plus de facilité à laisser... à dire fuck qu'à dire marde. Et ça, je milite pas pour ça, là, mais je me gêne pas pour me dire... Et moi, je trouve que la marde, il faut pas se gêner pour le dire. Et je parle pas des excréments, j'en parle aussi, mais la marde, c'est pas ça. Tu sais, c'est ça. C'est le refoulé qui remonte. Être dans la marde, ça veut dire être dans la marde, être dans le trouble, t'es dans les problèmes. Tu sais, je suis dans la marde, il faut que tu m'aides, je suis dans la marde. Tu sais. Bon, ça, je trouve que c'est très clair en même temps. Écoute, si on continue sur cette lancée en toute spontanéité, j'aimerais te poser des questions en rafale. OK. OK? Ta plus grande peur? Oh, c'est trop intime, hein? Faut pas trop réfléchir en rafale. On fera des coupures au montage si t'aimes pas tes réponses. Je sais pas, ma plus grande peur. Ma plus grande peur. Je sais pas. Je sais pas c'est quoi ma plus grande peur. T'as pas peur du virus? Du méchant virus? J'ai pas vraiment peur du virus. J'ai peur qu'il arrive des choses plates à mes enfants. Comme parents, j'ai peur de ça. J'ai peur... c'est ça. J'ai peur qu'on fasse... qu'il arrive du mal à mes proches. À part ça... Ta plus grande envie? Ma plus grande envie? Je sais pas. J'ai envie de beaucoup de choses. Mais ma plus grande envie, si j'avais vraiment une si grande envie, je le ferais. Tu sais, des fois, je dis, si j'avais du courage, j'arrêterais d'enseigner, puis je ferais qu'écrire. J'ai probablement pas de courage. Ou l'envie. Ou alors... Ou l'envie assez forte. Ou alors, je me satisfais de ma manière de faire les deux jusqu'à maintenant, ce qui fait que je publie à peu près au compte-gouttes. Mais c'est ça. Ta plus grande tristesse? Ma plus grande tristesse? Je sais pas, j'en ai des tristesses. Ma plus grande? La plus grande joie, alors? Je sais pas.
Je sais pas. Je pensais que c'était des questions faciles. C'est les plus difficiles, les questions faciles. Non, c'est des questions très difficiles. Et intimes, je pense, hein, ou... Non, c'est parce que j'ai un... Je suis assez détaché de manière générale. Je suis une personne assez détachée. Je m'émeus de beaucoup de choses. Mais d'essayer de placer hiérarchiquement des joies puis des tristesses... Non, pour moi, il y a des choses pour moi qui vont paraître insignifiantes puis qui me procurent des joies qui sont immenses. Puis il y a des grandes choses qui ne me touchent pas tellement. Je sais pas. Tu vois, une de mes grandes joies aujourd'hui, c'est d'être arrivé à faire ma page avant de commencer ma journée de correction de copie. Ça, c'était une grande joie. Ouais. Un matin, j'ai fini ma page. Wow. Tu sais. Mais hier, ma plus grande tristesse, c'est de ne pas avoir été capable de la faire, mon petite page. Tu sais. Ben, c'est ça. C'est niaiseux. Non. Ma grande joie, ça va être d'arriver à un moment où je vois ma blonde qui s'arrête 300 mètres avant moi dans le sentier, puis qui est là, à côté du cours d'eau, puis le soleil arrive, puis wow, là, tu sais, ça, c'est ma grande joie, tu sais, mais ma grande peur, c'est d'arriver chez nous, puis d'avoir sur le répondeur un message qui me dit il est arrivé telle affaire, puis... C'est à la fois très banal et c'est pour ça que je ne suis pas capable de répondre à... Ta vie d'écrivain, c'est dans le même sens. Le plus beau mot de la langue française, tu as déjà répondu à cette question-là. Je vais voir si tu as maintenu la même réponse. Bien, j'en parlais hier au souper. Oui? Bien, pas du plus beau mot de la langue française, mais je demandais à Manon, ma blonde s'appelle Manon, on regardait les nouvelles à la télévision, puis il y avait Manon Cornelier qui était là, puis je lui demandais si elle trouvait que c'était une Manon, tu sais, puis c'est quoi la définition d'une Manon? Qu'est-ce qu'une Manon? Tu sais, aujourd'hui, il y a des prénoms comme ça qui circulent, certains péjorativement, puis d'autres moins. Puis on essayait de définir, pour moi, ma blonde est celle qui définit le mieux la Manon. Tu sais, il y a quelque chose de lumineux, de désirable. Tu sais, puis pour moi, ça, c'est un des beaux mots de la langue française. J'ai adoré Manon Lescaut, j'ai adoré Manon des Sources. C'est des personnages vraiment là, très beaux. Puis c'est très français aussi, Manon. C'est pas Marie, il y a quelque chose de... Puis, non, pour moi, ça, c'est un des vraiment un beau mot de la langue française. Ah, super. Ouais. Ça pourrait nous amener vers le dévoilement du thème, puisque tu pourrais chanter la sérénade à ta Manon. Chanter, non. Qui se retrouverait quelque part. Je vais faire des lalas. Est-ce que tu veux nous annoncer le thème du concours littéraire de cette année? Oui, avec plaisir. Donc, j'ai proposé, parmi certains éléments que j'avais proposés, on a choisi le balcon comme thème pour l'édition 2020-2021. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, le balcon? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Le balcon, bon, c'est un théâtre. Première des choses, c'est un théâtre. C'est une scène, hein? C'est un élément architectural à l'intérieur du théâtre lui-même, soit qu'il est petit, soit qu'il est très, très grand, pour ceux qui ont acheté des billets à prix modique. Donc, c'est une scène lui-même, c'est l'objet d'où l'on regarde le balcon, mais c'est aussi le lieu vers où l'on tend. Hein? Puis il y a certaines scènes du balcon qui sont très, très célèbres dans le théâtre français. Bon, dans Cyrano de Bergerac, la scène du balcon, dans Roméo et Juliette, bien entendu. Moi, il y a aussi une scène de Cinéma Paradiso qui n'est pas tout à fait une scène du balcon. Mettons, c'est la scène de l'attente à la fenêtre de l'étage dans Cinéma Paradiso, qui est une très, très, très belle scène, en tout cas,
de balcon. Et c'est le balcon, la frontière, c'est attaché à l'intérieur. C'est toujours une question de hauteur et ça amène nécessairement l'idée d'une adresse ou en tout cas ça prend deux choses. Le balcon implique deux lieux. Je suis sur le balcon ou elle est au balcon ou à l'inverse, ou vice-versa. Et donc, il y a cette idée d'affrontement, cette quête, ce défi, ce danger aussi du balcon. On peut tomber. Absolument. Puis, c'est ça. Il y a eu aussi une très belle scène de balcon là, pendant la pandémie où il y a un vieil homme qui avait loué une machine, une nacelle, pour se rendre au balcon de sa belle, qui était, elle, enfermée dans une résidence, puis aussi enfermée dans sa maladie. Puis c'est une scène qui a été très émouvante. Puis le balcon est donc cet objet, c'est pas un concept, c'est un objet très riche, une image très, très forte. Puis je suis très content que ça ait été retenu par le comité qui a choisi le thème de cette année. C'est très prometteur pour l'écriture des nouvelles. Les gens en création littéraire, les gens qui écrivent des textes, super polyvalent. Ils vont se laisser aller à pouvoir créer à partir de ça. Parfaitement. Et en ce qui concerne les plans pour la suite, est-ce qu'on peut te demander sur quoi tu travailles en ce moment? Je travaille sur plusieurs choses. Mais un écrivain, on ne le juge jamais sur ses projets, uniquement sur ce qui a été réalisé. Sur ce qui a été réalisé. Mais je travaille sur plusieurs choses qui ont atteint le point de non-retour. Et à un moment donné... J'ai des textes qui ont été livrés récemment à des revues. Ah, d'accord, oui. Puis qui vont paraître là incessamment. Puis des livres là, sur lesquels je travaille depuis longtemps, mais qui vont finir par aboutir à un moment donné. Très bien. Très hâte de te lire de nouveau. Merci beaucoup, Hervé Bouchard. Merci.